Merci à tous et à toutes d'être ici. Donc nous allons écouter la deuxième intervention de la demi-journée qui est intitulée « Innovation inclusive et politique d'inclusion, décryptage des pratiques d'entreprise ». Donc je vais laisser la parole à Estelle Perrard, qui est chercheuse au sein du Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique. Estelle, c'est à toi. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour présenter les résultats de la première étude de notre Observatoire de l'innovation inclusive. Cet observatoire, nous vous l'avions annoncé il y a 1 an, nous l'avons créé parce que nous faisions le constat que l'entreprise crée de l'exclusion. L'entreprise, elle crée de l'exclusion par ses processus, par les services et les produits qu'elle conçoit. Le plus souvent, cette exclusion est non conscientisée, elle est non volontaire, en tout cas j'aime à le croire. Et on voulait montrer que les entreprises ont un rôle à jouer dans la construction d'une société plus inclusive. Donc, je suis Estelle Perrard, je suis chercheure à l'École Polytechnique où je mène des recherches sur l'innovation inclusive. Je suis également responsable du Tech Lab à APF France Handicap où on promeut des pratiques d'innovation plus inclusives. Et puis, je suis accompagnée pour vous présenter les résultats de cet observatoire de Sarah Richard, qui est chercheure à l'EM Strasbourg, spécialisée dans le handicap et les politiques d'emploi, et d'Edwina Kaplani, qui est responsable d'Accenture Research, qui publie les points de vue et les études d'Accenture pour la France. Quand l'entreprise innove, que ce soit dans ses pratiques organisationnelles ou que ce soit dans son innovation, produit ou service, elle crée involontairement de l'exclusion, je vous le disais. Pourquoi ? Parce qu'elle innove en imaginant un salarié, un utilisateur standard, qui n'est pas représentatif de la diversité des publics. L'exclusion créée par l'entreprise, c'est donc l'exclusion du salarié ou du candidat. On le voit d'ailleurs quand on regarde les chiffres de l'accès à l'emploi pour les jeunes, par exemple, ou les personnes en situation de handicap. On le voit aussi à travers les possibilités de promotion des femmes dans l'entreprise. Et on le voit aussi quand on regarde ce qui se passe du côté des produits et des services qui sont conçus par les entreprises. Beaucoup ne sont pas adaptés, ne répondent pas aux besoins des 12 millions de personnes en situation de handicap ou des 10% de plus de 65 ans de notre population, parce qu'ils sont trop difficiles à utiliser, que ce soit au niveau cognitif ou ergonomique. Les entreprises oublient aussi régulièrement ceux qui vivent avec des moyens limités. Pourtant, la recherche a montré qu'il y avait un vrai gisement de profits et d'opportunités chez ceux qu'on appelle ceux qui sont en bas de la pyramide et qui vivent avec très peu de moyens. Alors, qu'est-ce que l'innovation inclusive ? L'innovation inclusive, c'est un processus d'innovation impliquant directement, mais pas forcément exclusivement, des publics qui en sont généralement exclus, tels que les personnes en situation de handicap, les minorités ethniques, les personnes âgées, les jeunes, les femmes ou les habitants de certains territoires, et dont le résultat impacte positivement leur qualité de vie et éventuellement celle de la société dans son ensemble. L'innovation inclusive peut englober la conception de produits et de services et aussi des nouvelles pratiques organisationnelles. Et quand on a démarré cette recherche, quelque chose nous a frappé. On avait d'un côté des entreprises dites inclusives qui s'investissaient dans des pratiques organisationnelles plus ouvertes, moins discriminantes ou excluantes, et d'autre part, des entreprises qui initiaient des démarches de design inclusif, c'est-à-dire d'innovation prenant en compte une variété de besoins en termes d'innovation produit ou service. Et il n'y avait pas de continuum, finalement, entre ces deux pans de l'entreprise. Il nous semblait intéressant de les étudier ensemble pour que le pan organisationnel apprenne du pan R&D et vice-versa. Merci. Donc, l'étude, notre analyse, elle s'appuie sur des entretiens avec des experts qu'on a pré-identifiés, à la fois en ressources humaines et RSE, pour vraiment couvrir toute l'innovation organisationnelle à destination des salariés, mais aussi l'autre côté, donc tous les experts qui sont en recherche et développement, en marketing, pour justement couvrir l'innovation inclusive côté produits et services à destination des clients et des usagers.
Le premier constat, quand on a commencé l'étude, c'est que identifier le bon interlocuteur n'était pas du tout facile, parce qu'il y a une diversité dans les rôles, dans les responsabilités. On a parlé à la fois des personnes qui étaient responsables design, responsables d'innovation, chefs de projet RSE, il y avait des responsables de ressources humaines, donc très variés en termes de rôle. Et il y avait très peu de cas en fait où le mot inclusion et diversité, ça faisait partie du rôle des personnes qu'on a interrogées. De toute façon, le constat, il est là. C'est un sujet qui préoccupe les entreprises françaises. Selon les études qu'on a fait dans le panel, un peu plus d'une entreprise sur deux, en fait, ils mentionnent les mots inclusion, diversité dans leur présentation aux analystes à la fin de l'année. En termes de méthodologie, on a fait à peu près un peu moins de 40 entretiens d'1 heure et demie. Sur des entreprises françaises, des grandes entreprises françaises qui ont un peu plus d'1 milliard d'euros de revenus, tout secteur confondu. Et les types de questions qu'on a posées, c'était vraiment des questions sur leur démarche, la manière qui était organisée, la gouvernance, tous les éléments qui étaient liés à la stratégie, les publics finalement en fait cibles, ceux qui étaient prioritaires pour eux et la manière qui faisait partie en fait de la démarche. À terminer avec les freins, les leviers, tous les éléments qui les poussaient à avancer et les obstacles. On a enrichi tous ces entretiens-là avec des ateliers thématiques qu'on a organisés avec le même panel, c'était les experts qu'on a identifiés pour les entretiens. Et ces panels-là, en fait, on les a utilisés pour vraiment avancer un peu plus sur les thématiques comme les processus, comment s'intégrer dans les processus existants des entreprises, c'est quoi, en fait, les arguments pour convaincre qui sont utilisés aujourd'hui et tous les éléments qui sont liés à la mesure et l'impact. Vraiment, donc les éléments qui sortent un peu du cadre questionnaire, mais qu'on a enrichi via ces thématiques-là et qui nous a in fine, permis en fait, d'initier un peu la réflexion pour les prochaines éditions de l'Observatoire, pour les sujets qu'on va traiter par la suite. Donc, voilà. Alors la première question à laquelle on a souhaité répondre, c'est finalement pourquoi les entreprises rentrent dans les démarches d'innovation inclusive. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait du coup 3 raisons majeures qui ressortaient. Donc la première raison majeure, c'est la question de la performance qui est envisagée ici au sens large. Et vous avez différentes choses qui sont mises sous cette égide performance. Alors vous avez déjà la performance intrinsèque de la diversité avec tout ce courant autour du business case de la diversité, donc qui vous dit que plus une entreprise elle diverse, plus elle va créer de la valeur et que la diversité va avoir un impact, par exemple, sur la création au sein des équipes, l'intégration dans les équipes, l'attractivité de l'entreprise, la fidélisation des salariés et plein d'autres aspects. Donc ça, c'est vraiment un élément qui était intégré par les personnes qu'on a pu rencontrer, qui était vraiment au cœur de leur volonté d'intégrer ces démarches d'innovation inclusive. Un deuxième point sur lequel les entreprises sont venues, c'est la question du marché, surtout en innovation, surtout dans le service R&D, c'est de dire finalement, si on n'intègre pas une population dans notre produit, c'est qu'on se prive une partie du marché. Donc finalement, être sur des logiques d'innovation inclusive, c'est simplement appréhender le marché de façon générale avec l'ensemble des populations qui sont incluses dedans. Pour les RH, c'est souvent aussi les pénuries au niveau de certains emplois qui vont les conduire à élargir le vivier de talents. Donc pénuries sur certains métiers qui vont les conduire à se poser la question de quelles sont les autres populations que je vais pouvoir inclure pour combler ces pénuries. La question de la satisfaction des clients envisagés au sens large, c'est-à-dire les salariés mais aussi les consommateurs, est également envisagée. Et des effets de réputation, puisque vous avez tout ce qui est autour de le fait d'éviter les bad buzz et d'avoir des effets sur un produit qui ne serait pas adapté, voilà, une réputation de l'entreprise qui serait affectée. Si les entreprises font tout ça, c'est aussi en raison d'injonctions externes et pour ceci, elles vont avoir une approche plutôt réactive. Donc la première raison qui était évoquée, c'est bien sûr les obligations légales. Et c'est particulièrement le cas dans le cadre des politiques handicap qui ont beaucoup structuré ce qui s'est fait, notamment d'un point de vue RH et du point de vue innovation, produits et services. Donc les obligations légales font partie des raisons qui sont évoquées. C'est également, l'entreprise est un microcosme sociétal, donc elle va aussi chercher à s'adapter, bien sûr, à cette société qui
qui évoluent. Et les entreprises nous ont particulièrement cité, comme dans le panel précédent, l'impact du Covid sur l'évolution de ces pratiques, avec par exemple le télétravail qui a permis de bénéficier d'une amélioration de la flexibilité par exemple pour les aidants, pour les femmes, etc. Ce qu'on va aussi retrouver, c'est finalement ces critères liés à l'inclusion, on va les retrouver dans les appels d'offres. Et donc parfois, c'est aussi répondre à certaines exigences des marchés publics. Donc le fait d'intégrer l'innovation inclusive, ça permet aussi de pouvoir répondre à davantage d'appels d'offres. Et enfin, ce qu'on retrouve dans les raisons, c'est plutôt quelque chose d'à nouveau intrinsèque à l'entreprise, plutôt une sorte d'émulation en interne qui font que les démarches sont portées, avec des entreprises qui ont vraiment inscrit ça dans leur ADN, qui parlent vraiment d'une conception humaniste, donc tout ça c'est lié à leur histoire et à leur culture. Vraiment, on retrouve ça beaucoup dans le secteur des services. Aussi pour une composante métier, vraiment des fonctions où le fait d'être inclusif, d'être accessible à tous, c'est vraiment intégré presque dans la description de fonction. C'est par exemple le cas dans le secteur des assurances. Et ensuite, ça peut être des initiatives individuelles liées à une histoire personnelle, à une sensibilité particulière qui va faire que la démarche est portée. Donc, dans ce cas-là, la démarche sera assez peu institutionnalisée, mais plutôt personnifiée. Et enfin, l'évolution démographique interne, le changement de profil des salariés de l'entreprise fait aussi changer les pratiques de ce point de vue-là. Nous nous sommes ensuite intéressés aux cibles. Donc finalement, qu'est-ce qu'on entend? L'innovation inclusive, elle s'adresse à qui? Et là, vous avez, on va dire pour les deux secteurs, donc pour le secteur RH et pour plutôt la partie produits et services, à peu près les mêmes cibles, mais avec parfois des considérations différentes de ces cibles-là. Donc première cible identifiée, le handicap qui est vraiment présent dans la plupart la question du handicap qui est vraiment présente dans la plupart des entreprises que nous avons interrogées, mais avec peut-être une considération différente de la personne en situation de handicap. C'est-à-dire que pour la partie RH, on va avoir des approches très individualisées, tout en intégrant que la personne doit être reconnue en situation de handicap, tandis que dans l'aspect produits et services, on va davantage s'intéresser à différents sous-types de handicap. La question des responsabilités familiales fait aussi partie des publics adressés. Donc là-dedans, vous retrouvez notamment les aidants et aussi les personnes qui cumulent les personnalités familiales. Donc là, c'est à peu près la même chose dans les deux services. Vous avez ensuite la question des jeunes, donc adressée par les deux services, mais par contre avec une définition des jeunes qui est assez différente, puisque finalement, en R&D, être jeune, ça va surtout concerner les enfants, alors qu'en RH, finalement, quand vous êtes sur les jeunes, vous êtes plutôt sur une population fragilisée, qui aura un peu de mal à intégrer le marché de l'emploi, donc une population qui aura des risques d'éloignement, donc vous êtes sur des personnes de 16 ans et plus, mais tout en étant dans les débuts de carrière. Les seniors, même chose, donc population adressée par les deux services, mais par contre une définition très différente des seniors, puisque en RH, vous êtes senior à partir de, on va dire, 45-50 ans. Donc dès que vous avez l'entretien de seconde partie de carrière, vous commencez à tendre vers cette catégorie-là, alors que dans le service R&D, ce sera plutôt vers 70 ans où justement on va commencer à intégrer des besoins spécifiques, sauf à l'exception des entreprises qui sont vraiment concentrées sur un public de jeunes. La question des nationalités étrangères est également incluse, mais plutôt sous l'angle non-discrimination. En RH, c'est plutôt le fait que tous les processus ne tiennent pas compte de cette question-là lors de l'intégration et également dans les carrières. C'est une question qui est un peu moins adressée en R&D. La précarité, pareil, une définition différente, c'est-à-dire qu'une personne précaire en RH, ça va plutôt être une personne qui est éloignée de l'emploi et qu'on va essayer de rapprocher du marché de l'emploi. En R&D, une personne précaire, c'est une personne simplement qui a très peu de pouvoir d'achat. Et c'est une population qui est moins adressée que les deux autres qu'on a citées. Les femmes qui font partie des populations adressées dans les deux secteurs, mais qui sont par contre systématiquement ciblées en gestion des ressources humaines, notamment en raison du contexte légal. Et enfin, la population LGBT+, qui est également considérée par les deux services.
la question qu'on se pose naturellement, c'est quelles sont les ressources nécessaires pour mener à bien toutes ces démarches-là. On a parlé avec les entreprises et en fait ce qui ressort, c'est qu'on a catégorisé dans 2 gros groupes. Le premier, c'est les ressources humaines, ce qu'on va couvrir dans ces slides-là, et après on va s'intéresser en fait au deuxième grand groupe qui c'est plus des ressources immatérielles. Alors, tout ce qui touche à des ressources humaines, c'est vraiment la manière que les entreprises sont organisées, les équipes. Et là encore, c'est encore très varié parce qu'il peut y avoir des équipes vraiment dédiées au sujet. Il peut y avoir un sujet avec des responsabilités partagées dans différentes équipes ou dans différentes personnes. En fait, on sont des différentes équipes. Donc là, on parle plutôt des référents. Si on fait un zoom assez rapidement dans chacun de ces éléments-là, l'avantage des équipes dédiées, c'est vraiment le fait que le niveau d'expertise qu'elles peuvent apporter et leur capacité à initier des projets. Elles peuvent faire en fait un rôle clé dans la démarche de diffusion et aussi de sensibilisation parce que c'est vraiment un groupe, une équipe dédiée avec des fonctionnalités en fait et expertises pointues. Dans le cadre d'une responsabilité partagée, à ce moment-là, on va se dire que toutes les pratiques elles sont reparties entre différentes fonctions, entre différentes équipes dans l'entreprise. Cela amène certes beaucoup plus de transversalité, mais il faut vraiment s'assurer qu'il y a une cohérence entre les politiques et les éléments qui sont mis en place. Juste pour donner un exemple concret en fait, de cela, ça peut être l'entreprise a un service dédié à la situation de handicap. Elle est différente et dans une autre en fait, entité de l'entreprise que la personne ou l'équipe qui va se dédier vraiment au sujet de diversité un peu plus large, au sens un peu plus large. Et le troisième, c'est vraiment le côté plus personne qui va porter, ou individus qui vont porter des rôles spécifiques, généralement des personnes avec une double casquette, parce que dans ce cadre-là, en fait, ils ont les rôles assignés qui ne vont pas être leur rôle principal. Certaines entreprises elles vont nommer des référents handicap ou diversité dans chacun des directions. Et l'avantage de cela, c'est que l'inclusion, en fait, elle devient l'enjeu partagé par tous. Et il y a une approche métier, une approche opérationnelle qui est beaucoup plus intéressante, en fait, et c'est partagé dans toute l'entreprise. Voilà sur les premières sets de ressources. Après, si on passe dans les ressources immatérielles, là, la première mentionnée par les entreprises avec lesquelles on a parlé, c'est le lien avec les acteurs tiers, tels que les associations. Parce qu'elles peuvent fournir en fait, des solutions clés en main pour aller vers des pratiques plus inclusives. Ces liens-là avec des organismes tiers, elles peuvent apporter une ouverture d'esprit, elles facilitent la démarche. Il y a des cas où il y a des programmes entiers en fait, d'inclusion qui peuvent être initiés en collaboration, pas seulement avec les associations, mais avec les fondations, ça peut être une coalition d'entreprises ou avec des autres acteurs sociaux. Mais ces réseaux-là, ils ne sont pas seulement externes, ils peuvent être aussi en interne. Donc, il peut y avoir des groupes de discussion ou des groupes de travail qui peuvent être établis en interne de l'entreprise pour discuter sur des sujets et apporter de l'expertise. Le deuxième, c'est les compétences. Très importante et la phase de montée en compétence en fait est la plus importante parce que cela passe par la compréhension de ces publics-là. Il y a un volet aussi connaissance des obligations légales, un volet pour répondre, avoir les méthodes et les outils en fait pour répondre et la distribution de ces compétences, ça se fait par des e-learning. Il peut y avoir aussi des mises en situation, donc il y a des formats très variés en fait qui ressortent dans ce cadre-là. Une fois qu'on a parlé compétences et on a fait la montée en compétences, l'autre phase après, c'est vraiment formaliser ces connaissances-là pour créer du contenu qui va servir à l'appui, aux démarches par la suite ou dans des autres en fait, équipes et éléments de l'entreprise. Là, on va parler des bonnes pratiques, on peut parler des méthodes, comment concevoir de manière inclusive. Quelques exemples, on a le groupe SEB qui a créé une Good Design Playbook pour détailler toute la démarche en fait, de design inclusive. Il y a aussi des autres acteurs du marché comme Aptar qui conçoit du packaging dans différents secteurs et là ils ont fait vraiment une livre en fait, pour tout ce qui est la clean beauty, la beauté inclusive. Donc voilà, pas mal d'éléments dans le partage des compétences. Après, le dernier, donc on parle ressources, donc on ne peut pas éviter de parler ressources financières. Donc c'est un des éléments qui est ressorti aussi pendant les entretiens. Là, les entreprises, ils nous disent qu'ils font appel assez souvent en fait, à des fonds dédiés.
Ça va être sous forme d'une enveloppe budgétaire pour vraiment faire du recrutement, pour faire de la formation, pour avoir des apprentis. Et le message clé, c'est qu'une fois qu'il est mis en place, cette couverture budgétaire, en fait, elle semble plus facile quand les pratiques inclusives répondent à des obligations légales. Parce que c'est considéré comme un investissement nécessaire. Alors qu'avoir cette poche budgétaire en fait, pour avancer, si ce n'est pas dans ce cadre-là, ça semble un peu plus compliqué. Nous allons maintenant nous intéresser à la diffusion des pratiques d'innovation inclusive, c'est-à-dire une fois qu'on commence à en avoir dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on en fait, enfin, quels sont leurs états, est-ce qu'elles s'amplifient, est-ce qu'elles restent à l'état de pratiques finalement plutôt ponctuelles. Et là-dessus, vous avez 3 scénarios. Donc vous avez un premier fonctionnement qui est un fonctionnement par opportunité. Alors on peut passer de l'un à l'autre, et certaines entreprises cumulent ces fonctionnements. Vous avez donc un fonctionnement par opportunité où là, on va simplement être attentif, soit aux besoins des consommateurs. On a un retour sur un produit, une insatisfaction sur un produit, et ça crée par exemple une opportunité de corriger le défaut en partant sur ces pratiques d'innovation inclusive, ou alors d'un point de vue RH, ça peut être une enquête auprès des salariés qui révèle un besoin qui ensuite découle sur une innovation qui va dans ce sens-là. Donc ça, c'est le fonctionnement par opportunité. On reste en veille et puis on va, en fonction des besoins, développer l'une ou l'autre pratique. Donc c'est une pratique qui, donc c'est pas forcément systématisé, ça va rester potentiellement ponctuel. Le deuxième mode de diffusion, c'est l'essaimage, c'est-à-dire qu'on va partir d'une pratique développée auprès d'une population cible et petit à petit, on va adresser de plus en plus de populations connexes et développer les pratiques. Donc si je vous donne un exemple, c'est par exemple, vous commencez par avoir des pratiques d'aménagement envers les personnes en situation de handicap. Par ce biais-là, vous vous rendez compte que ces pratiques, elles peuvent aussi être utiles pour les seniors. Et ensuite, en adressant la question des seniors, vous vous rendez compte peut-être qu'il faut aussi adresser la question des aidants. Donc voilà, c'est un essaimage qui part d'une catégorie et que se diffuse sur les autres catégories. Et enfin, par systématisation, donc là, c'est vraiment, on va dire, la diffusion la plus mature, c'est-à-dire que tout ceci est systématiquement intégré dans les process organisationnels ou les process de développement d'innovation. Et donc, en R&D, vous avez par exemple une pratique qui est d'intégrer des utilisateurs au profil varié systématiquement lorsqu'on crée un nouveau produit. Alors justement, cette question de la participation, elle est au cœur de la démarche d'innovation inclusive. La logique participative, elle n'est pas nouvelle en entreprise, elle date des années 70, 80, quand les syndicats de pays scandinaves ont imposé que les salariés puissent contribuer au design de leur outil de travail. Ça paraît un peu logique aujourd'hui d'intégrer les utilisateurs des outils de travail quand on les conçoit, je pense notamment aux projets informatiques. À l'époque, ça ne l'était pas. Les projets étaient développés par les informaticiens un peu seuls. Donc aujourd'hui, on a cette démarche de design participatif assez généralisée. On est allé même, si on regarde l'organisation dans son ensemble, vers des pratiques de management participatif un peu généralisées dans certaines entreprises. Et puis, les entreprises ont aussi, pour certaines, compris la valeur des démarches de co-création qui impliquent des utilisateurs, notamment ce qu'on peut appeler les lead users, des utilisateurs qui ont des besoins amplifiés par rapport à la normale, et cette figure de lead user qui est aussi documentée depuis les années 80. Néanmoins, si la plupart des entreprises nous disent oui, on a des logiques participatives quand on développe nos outils de travail, quand on développe nos produits et services, elles ne sont pas si nombreuses à prendre en compte la diversité des publics adressés. Alors, comment se fait concrètement la participation des publics parfois oubliés de l'innovation? Le premier moyen, c'est l'observation in situ de la réalité des personnes pour comprendre les besoins. C'est le premier niveau de participation. Le deuxième niveau, ça va être d'impliquer les personnes dans la définition des solutions. Et le troisième niveau, ça va être d'intégrer une forme de diversité directement dans les équipes
les équipes RH, les équipes de conception et toutes les équipes de l'entreprise. On a pu observer sur notre panel 3 modes de participation. Un mode de participation direct, on implique les publics concernés, ceux qui sont oubliés parfois de l'innovation. Un mode de participation indirect, on essaye de comprendre, de mieux comprendre les besoins de ces publics en se mettant un petit peu plus à leur place, en simulant par exemple le handicap ou en créant des personas qui ont des profils de personnes en situation de handicap, personnes âgées ou autres types de diversité. Et puis une participation également intermédiaire qui s'appuie sur des expertises, on a parlé tout à l'heure des associations notamment. Très bien. Et si on commence après à regarder un peu les freins, donc il y a 3 catégories qui émergent en fait en termes d'obstacles et défis auxquels les entreprises elles peuvent se heurter. Le premier, c'est tout ce qui englobe les freins organisationnels. Là, on parle délai, on parle budget, on parle compétences. Elles proviennent en fait d'une tension entre les objectifs opérationnels d'une entreprise et des contraintes de temps, des contraintes de budget et la volonté en fait de s'inscrire pleinement dans une démarche inclusive. Donc, on a l'impression qu'on cherche le juste équilibre entre favoriser ce type de démarche sans vraiment compromettre tout ce qui est la performance opérationnelle de l'entreprise. Il y a des frictions qui existent dans ce cadre-là. Et après, il y a aussi un autre élément en fait, qui ressort, la multiplication des contraintes qui s'ajoute à celle du prix. Il y a bien évidemment, on a parlé tout à l'heure, les contraintes environnementales. Réussir qu'un produit il soit écologiquement bien, il soit pas cher et bien accessible à tous, c'est vraiment très compliqué. Donc, pour cela, il faut aussi du temps, beaucoup de ressources. Et si on veut faire vite et qu'on a des contraintes de temps, en fait, ça, c'est beaucoup très complexe. Le deuxième, c'est les réticences des salariés. Ça peut être lié à la crainte qu'on peut adresser un marché de niche, et c'est quelque chose qui ressort en marketing et en recherche et développement aussi. En RH, ce qui ressort, c'est que les acteurs ressentent une tension entre la nécessité de vraiment accompagner, avoir un accompagnement en fait, individualisé pour les personnes, et la crainte d'aller trop loin dans cette accompagnement. Donc c'est pour ça que aussi le concept d'équité, il devient très important. Et le dernier, c'est vraiment la disponibilité des données. Acquérir des connaissances en fait sur ces dépôts publics-là, c'est compliqué. On dispose pas beaucoup d'informations précises et fiables, y compris pour ses propres salariés. Et il y a aussi un autre côté, la grande variété en fait des situations, des besoins, des handicaps et le caractère confidentiel de ces données. Les situations personnelles, ils recourent en fait et ils renforcent ce manque de données auxquelles les entreprises elles font face. Donc voilà, avec tout cela, en fait, les acteurs, ils nous disent qu'ils ont l'impression d'ouvrir, en fait, sans vraiment connaître l'ensemble de la situation, mais néanmoins, on voit qu'il y a des belles histoires, des belles initiatives qui prennent place, donc ça, on va couvrir après. Avec le micro, c'est mieux. Au cours des entretiens, on a vu qu'il y avait des freins, mais nous, on a quand même rencontré beaucoup de gens qui mènent des projets formidables, engagés et audacieux, et qui le font le plus souvent avec la plus grande humilité, nous disant qu'ils savent qu'il y a encore beaucoup à faire et à apprendre sur ce sujet de l'innovation inclusive. Nous, à partir de ces près de 40 entretiens, on arrive à dégager quelques bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est de sensibiliser les collaborateurs. L'exclusion que crée l'entreprise avec ses pratiques RH et le design de ses produits et services est le plus souvent le fruit d'une méconnaissance des besoins. Il faut donc amener l'ensemble des collaborateurs impliqués à prendre conscience de la diversité des parties prenantes et de la nécessité de la prendre en compte. On ne parle pas d'une frange limitée de la population, on parle de tout à chacun, de vous et moi demain si on a la chance de vieillir jusqu'à un certain âge, et de vous et moi dès aujourd'hui ou dans peu de temps si on considère notre cercle proche. La seconde bonne pratique consiste à impliquer les collaborateurs. On va en voir 2 exemples inspirants juste après, donc je ne vous en dis pas beaucoup plus là-dessus. La troisième bonne pratique, c'est de crédibiliser les démarches, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir un soutien de la direction, comme après toutes les choses qu'on essaye de pousser dans les entreprises. Il faut un peu de sponsoring.
Dans la plupart des entreprises interrogées, on a vu un fonctionnement par opportunité, comme on le disait tout à l'heure. Il n'y a généralement pas de big bang de l'innovation inclusive. Ça se fait progressivement au gré des projets qui se présentent et de sorte que progressivement, toutes les équipes acquièrent des réflexes d'inclusion. Enfin, la construction d'outils ou de processus ad hoc aide les équipes à s'approprier la démarche et à la valoriser en interne. Ça veut dire définir au fur et à mesure des pratiques de conception spécifiques à l'industrie considérée ou au type de service considéré qui vont devenir la norme au sein de l'entreprise. Et on va terminer ce discours sur les effets perçus de l'innovation inclusive, puisqu'on a interrogé donc les entreprises sur pourquoi est-ce qu'elles faisaient ça, et on a aussi demandé leur avis, leur perception sur ce que ça leur a apporté de manière rétrospective. Et donc ce que les entreprises constatent, c'est déjà donc des effets internes, mais également des effets externes. Alors, concernant les effets internes, vous avez des effets sur les cibles elles-mêmes de l'innovation, donc tous les publics cibles dont on a parlé. Et donc, vous avez par exemple en RH des effets sur l'accès et la pérennisation des emplois qui sont effectifs. Vous avez aussi des effets sur la satisfaction par rapport à l'expérience d'usage dans le service R&D. Vous avez aussi des effets sur les autres collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des publics cibles, ou alors que vous ne le savez pas, c'est-à-dire sur l'ensemble des salariés qui sont impliqués dans les démarches, puisque ça développe vraiment un véritable sentiment de fierté, ça participe à la construction du sens au travail, et il y a vraiment un engouement autour de ces démarches-là. Donc les personnes sont généralement assez proactives et ont des volontés de s'engager, témoignent d'une volonté d'engagement. Donc tout ça participe à une logique d'accessibilité pour tous et va favoriser des effets sur le fonctionnement de l'organisation elle-même, avec une sorte d'émulation globale autour de ces démarches, avec également, on en a déjà parlé, l'amélioration de la transversalité, c'est-à-dire qu'enfin on va avoir des vases communicants, par exemple, entre les politiques organisationnelles et les services d'innovation, tout ça bien sûr au profit d'une culture qui se veut de plus en plus inclusive. Et sur les effets externes, donc ça faisait également partie des raisons qui étaient évoquées par les entreprises pour démarrer les démarches. Donc on va retrouver en effet des effets sur la réputation de l'entreprise, et aussi ce que les entreprises constatent, c'est que ces démarches sont vraiment reconnues, donc aussi bien en interne par leurs propres salariés, mais également à l'extérieur, via par exemple l'obtention de prix, via l'amélioration de la qualité d'usage par les consommateurs et les feedbacks qu'ils peuvent avoir sur le produit. Donc globalement, il y a une amplification via la reconnaissance de ces pratiques. Et alors, plusieurs infos sur cette diapo. La première, c'est que vous pouvez télécharger justement le livre blanc qui vous donne plus d'informations sur ce qu'on vient de développer à l'oral. Vous avez les verbatims, davantage d'illustrations, etc. Donc le livre blanc fait 85 pages, mais il y a des dessins. Donc vous pouvez regarder les dessins aussi. Et ensuite, ce qu'on aimerait, c'est agrémenter également encore nos résultats avec quelques éléments chiffrés. Donc, pour ceux qui seraient dans un service RH ou dans un service R&D, on apprécierait beaucoup que vous nous donniez un petit état des lieux sur ce qui se passe chez vous. Donc, vous avez un QR code pour les services RH sur la diapo, et un QR code également pour si vous faites partie d'un service R&D ou si vous avez des fonctions proches. Et maintenant, je vais accueillir Clarisse Mathieu du groupe La Poste ainsi que Isabelle Diglet qui vont nous parler de leurs pratiques, des pratiques de leurs entreprises en matière d'innovation inclusive. Bonjour à toutes les deux. Je vous laisse vous installer. Oui, vous pouvez appuyer. Ouais, ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Clarisse Mathieu et je suis responsable de la politique handicap du groupe La Poste. La Poste, c'est 200 000 collaborateurs, 40 000 à l'étranger en plus.
et 14 000 personnes en situation de handicap qui travaillent dans notre entreprise, pour un taux d'emploi 2023 de 9,33%, donc très au-delà des 6% requis par la loi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Isabelle Diglet, je suis responsable diversité, égalité des chances et inclusion pour la banque commerciale en France de BNP Paribas. Et voilà, j'ai un périmètre de à peu près 25 000 personnes pour lequel j'essaye d'activer effectivement un certain nombre de leviers pour améliorer, favoriser la diversité et l'inclusion. Alors, je vais avoir une première question pour vous deux, qui est déjà, pouvez-vous nous parler au sein de votre entreprise d'une pratique emblématique d'innovation inclusive? Clarisse? Alors moi, je voulais vous parler d'un groupe de postiers en situation de handicap qui testent à la fois les produits et les services de la Poste, qui sont en préparation, donc les nouveaux services et produits de la Poste, mais également les processus RH et en particulier les nouveaux processus liés à la digitalisation des process RH. Donc nous avons 700 postiers en situation de handicap qui ont accepté de rejoindre ce groupe, qui ont accepté également de nous dire quel est le type de handicap dont ils souffraient, afin que nous puissions constituer les panels lorsque nous sommes sollicités par les directions marketing ou par la direction des ressources humaines. Oui, moi je voulais vous parler des réseaux d'associations et de groupes de collaborateurs. Chez BNP Paribas, on a depuis maintenant presque 15 ans, voire 20 ans pour le premier d'entre eux, un certain nombre d'associations, de collaborateurs qui en fait favorisent la diversité et les pratiques inclusives en s'attachant à défendre, à échanger les bonnes pratiques autour d'un sujet. Sur lesquels ils se sentent plus à l'aise ou avoir plus d'intérêt. Ce sont des relais informels de notre stratégie, évidemment, de diversité et d'inclusion. Nous en avons partout, dans tous les pays. En France, évidemment, beaucoup plus qu'ailleurs, puisque BNP Paribas est une banque française à l'origine. On y retrouve un certain nombre de thématiques de la diversité et de l'inclusion qui sont ceux que nous relayons, nous, en tant qu'RH, sur 5 grands piliers que recouvre le handicap, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc. etc. Ok, alors une seconde question pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans ce type de démarche. Est-ce que vous avez fait face à des challenges, des défis, des difficultés qu'il a fallu surmonter pour amplifier vos démarches au sein de vos entreprises ? Alors, en ce qui concerne le groupe des postiers testeurs en situation de handicap, il a d'abord fallu construire et obtenir l'adhésion des publics concernés. Donc, en ce qui concerne les postiers en situation de handicap, c'est lors d'une enquête, puisque nous faisons des enquêtes régulières à peu près tous les 2 ans pour savoir si les politiques que nous mettons en place sont comprises, répondent aux besoins des publics cibles. Et donc, à cette occasion, on a demandé aux postiers s'ils étaient d'accord pour rejoindre ce groupe. Et donc, c'est là que, au départ, 800, puis ensuite, on a discuté, disons, 700 personnes nous ont rejoints. Donc ça, c'est la première chose. C'est important parce qu'en ce qui concerne le handicap, nous n'avons pas le droit d'avoir de fichier avec le type de handicap des collaborateurs. Et il fallait donc que nous ayons leur assentiment, ce que nous avons eu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il a fallu embarquer les directions marketing et la direction des ressources humaines. Et là, nous avons mis en place un processus de co-construction du recours à cette offre avec les personnes concernées. Donc, c'est un groupe de travail qui s'est réuni pendant 3 mois à plusieurs reprises et qui embarquait à la fois les directeurs marketing, des chefs de produits, des postiers en situation de handicap volontaire et puis les référents accessibilité numérique et les référents handicap de notre entreprise. Donc nous avons travaillé ensemble. La chose qui était très intéressante, c'est que pour la première fois, souvent les marketeurs entendaient parler de handicap, alors que nous faisons des campagnes de sensibilisation tous les ans, et ils sont devenus des promoteurs de la démarche, puisque maintenant, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet dans lequel ils sont impliqués, ils nous appellent
pour être sûr que les postiers en situation de handicap sont bien intégrés à la démarche. Alors concernant les défis, on a tout de suite ce qui nous vient à l'idée, c'est l'aspect communautaire, l'aspect des communautés, notamment en France. Hein, on est moins à l'aise avec cette idée que notamment dans les pays anglo-saxons. Donc ces associations, on cherche vraiment à ce qu'elles soient absolument pluridisciplinaires, entités, et qu'on n'ait pas cet aspect voilà, communautaire qui ressorte de manière spécifique. Elles nous permettent vraiment en fait, de travailler la diversité de manière très ouverte, et elles font beaucoup d'événements en commun, donc ce qui éclate un peu cette difficulté du communautarisme. Elles permettent évidemment, à travers cette diversité des sujets traités, d'actionner aussi l'idée de l'intersectionnalité, pardon pour ce mot parfois un peu barbare, mais j'imagine que pour vous, il n'y a pas de sujet, et d'aborder en fait toute la complexité et les nuances en fait de chaque sujet. Donc c'est important malgré tout que chacun soit regroupé sur une thématique et puisse à travers des événements communs les adresser dans toute leur complexité. Et puis il y a un défi qu'on a relevé régulièrement sur ce sujet des associations, des réseaux de collaborateurs, c'est effectivement le fait de trouver toujours des collaborateurs pour les animer, pour les encadrer. En général, quand un mouvement se lance, quand un réseau s'ouvre sur une thématique, on a un nombre de volontaires conséquent, et puis ça peut s'épuiser un peu, parce que c'est évidemment du volontariat, ce sont des gens qui se réunissent à côté de leur métier, à côté de leurs occupations professionnelles. Donc régulièrement, voilà, il faut renouveler l'encadrement de ces réseaux, et c'est parfois une difficulté. Ok, et quels sont les effets que vous avez pu observer après la mise en place de ces pratiques, donc des effets RH et R&D plus transverses? Quels sont les effets que vous avez observés? Alors en ce qui nous concerne, il y a eu beaucoup d'effets, alors des effets que l'on attendait et des effets qui étaient plus inattendus. Pour les effets attendus, évidemment la prise en compte de ce que les postiers pouvaient dire sur les difficultés à utiliser le produit ou le service qui était en train d'être construit par les directions marketing. Ça, c'était le but premier, donc ça a marché. Ce qui est apparu, c'est que lors des tests, les postiers qui sont en relation en fait avec les clients ont non seulement apporté des innovations par rapport à leur propre handicap, mais aussi par rapport à la connaissance qu'ils avaient des clients. Et ils étaient très contents de pouvoir partager avec les concepteurs des nouveaux produits et services les observations qu'ils avaient pu faire dans les bureaux de poste ou lors de leur tournée. Donc là, un apport de savoir expérientiel supplémentaire et auquel on ne s'attendait pas. Aussi des relations entre des postiers du rang, en quelque sorte, et des gens des sièges qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer ni de se parler, et qui, là, ont pu échanger. Donc, à la fois une grande fierté chez nos collaborateurs testeurs de participer à la création de valeur pour l'entreprise, et aussi une attention désormais des personnes qui pensent les nouveaux produits à ces publics. Et en ce qui concerne la RH, nous avons désormais intégré systématiquement des postiers en situation de handicap qui testent les nouveaux processus RH. Et là aussi, il y a désormais une attention plus grande, même si les personnels des RH étaient quand même plus sensibilisés à la diversité. Mais maintenant, ils ont voulu que ce soit systématique. Et donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Globalement, nous avons aussi des bénéfices lors des appels d'offres, puisque cette démarche est valorisée lors des appels d'offres et permet à nos chefs de produits de gagner quelques points lors des appels d'offres. C'est pas rien. Et puis là, dernièrement, ça date de la semaine dernière, j'ai eu une demande de la part de la direction des achats
du groupe qui m'a demandé d'intégrer systématiquement aussi des postiers en situation de handicap pour vérifier que ce que nous vendaient nos fournisseurs correspondait bien aux attendus, notamment en termes d'accessibilité. Alors, effectivement, quand on parle des effets primaires, le tout premier, c'est le fait de favoriser le respect de chacun, le respect des singularités, le mieux vivre ensemble. Alors, c'est un mot un peu bateau, mais ces réseaux participent vraiment de ce bien vivre ensemble avec chacun nos différences et nos singularités, puisqu'ils permettent à chacun de s'exprimer, de lever des tabous, des freins quand on se réunit, quand on fait des tables rondes et des conférences sur ces sujets, quand on sensibilise l'ensemble des collaborateurs avec ces réseaux, on est vraiment sur voilà, le fait de favoriser ce respect de chacun qui est une valeur à laquelle nous sommes très très attachés. Je voulais tout à l'heure revenir sur quelque chose que j'ai oublié de vous citer. Les réseaux nous permettent aussi d'avancer sur des innovations sociales et sociétales à travers le fait que lorsque nous signons, nous regardons nos accords diversité, par exemple, qui est le squelette qui nous permet de réaliser nos missions de diversité et d'inclusion. En fait, les réseaux nous apportent des préoccupations des collaborateurs précises, et parfois il nous est arrivé de pouvoir les mettre dans nos accords diversité, et j'en veux pour preuve le fait que dans notre accord diversité en vigueur actuellement, on a par exemple mis un congé d'accueil pour les personnes qui n'en bénéficieraient pas d'un congé maternité, d'un congé parental classique, en faisant référence à des idées de tutelle, mais aussi de GPA. Donc les couples homosexuels, ça nous a été apporté par notre réseau Pride BNP Paribas, ont désormais chez BNP Paribas la possibilité d'avoir un congé d'accueil de 30 jours lorsqu'ils ne font... voilà, ils ont des modalités d'adoption, de tutelle qui ne sont pas aujourd'hui enregistrées au niveau français. Donc ça, c'est une avancée qu'on a eue grâce à ce réseau qui s'est fait en fait caisse de résonance d'une priorité et d'une véritable préoccupation des couples homosexuels en France. Ensuite, dans les effets plutôt secondaires, on peut avoir de temps en temps, grâce au cadre de ces réseaux, un appui vis-à-vis des clients. Là aussi, quand nous avons des difficultés avec certains clients et à nouveau sur le sujet de la communauté LGBT+, quand un client est une personne transgenre en fait vient toquer chez BNP Paribas et a des difficultés pour être accompagné dans son parcours de transition avec ses papiers, les ouvertures de compte, etc. Ça peut être parfois un peu tendu. Les réseaux d'associations peuvent nous aider. Et les collaborateurs qui sont vraiment aguerris et expérimentés sur ces problématiques, voilà, peuvent nous accompagner vis-à-vis de ces clients, et c'est quelque chose qui alors se fait très ponctuellement, mais qui a beaucoup de valeur. Et puis enfin, on l'a évoqué à plusieurs reprises, évidemment, ces réseaux de collaborateurs et cette possibilité de s'exprimer et de faire évoluer la société en tant qu'entreprise, c'est un élément positif pour notre marque employeur, pour la rétention des talents. Voilà, c'est quelque chose qu'on mesure régulièrement dans les entretiens d'embauche vis-à-vis de cette génération qui arrive et qui, semble-t-il, est très attachée à ces sujets. Alors, vu que je vois qu'on a parfaitement maîtrisé le temps, et peut-être même trop, j'aurais une question supplémentaire, puisqu'on a beaucoup parlé des ressources. Alors, est-ce que vous arrivez un peu à nous dire finalement qu'est-ce que l'entreprise met à disposition en termes de ressources pour soutenir ces pratiques? Si vous avez quelques ressources qui peuvent être citées et développées. Alors, en ce qui nous concerne, pour les postiers en situation de handicap, ce n'est pas une démarche de bénévolat. Donc, les collaborateurs testent nos produits et services et nos processus RH sur leur temps de travail. Donc, cela demande un accord du manager. Et jusqu'à présent, à mon grand étonnement, aucun manager n'a refusé de mettre à disposition un collaborateur pour effectuer ces tests. Donc je pense que ça c'est... alors je ne sais pas si on peut dire un investissement, mais je pense que oui, parce que souvent dans les démarches inclusives,
lorsqu'on fait tester les produits et les services, en particulier par les personnes en situation de handicap, on considère que, quelque part, ils rendent service, ils se rendent service à eux-mêmes. C'est pas du tout comme ça que nous, on a vu les choses. On considère qu'ils apportent une valeur ajoutée qui a un prix et que donc ça fait partie de leur mission. Et donc, lorsqu'ils font ces tests, c'est pendant leur temps de travail. Voilà. Nous, en fait, les associations, les réseaux de collaborateurs sont soutenus par la DRH. Ils ont une subvention, en fait, qui leur permet de fonctionner, d'organiser des événements au fil de l'année. Donc, on a un soutien budgétaire assez classique. Et puis après, effectivement, comme on fonctionne au volontariat, au bénévolat, pour les cadres de ces réseaux, il faut effectivement aussi que les managers soient à l'aise avec cette idée. Donc en général, il est intéressant de le déclarer, de dire qu'on est président, trésorier ou accompagnant, ambassadeur de tel ou tel réseau pour pouvoir être de temps en temps libéré, voilà, pour pouvoir exercer son mandat au titre de l'association. Mais ça se passe vraiment de manière tout à fait positive et sans aucune difficulté. D'accord. Et puis peut-être dernière question pour ouvrir. Si maintenant vous aviez carte blanche, comment est-ce que vous prolongeriez vos initiatives? Voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? J'adore ce genre de questions parce que j'aime bien rêver. Et donc, si j'avais carte blanche, nous avons un vrai problème dans l'entreprise, mais qui est un problème français, qui est celui de l'absentéisme. Et je pense que les postiers en situation de handicap testeurs pourraient nous aider à réfléchir sur les ingrédients qui pourraient faire diminuer cet absentéisme. Alors évidemment pas sur tout, puisque quand on est confronté par exemple à la maladie, mais je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les collaborateurs, ou en tout cas les Français, sont souvent absents de leur entreprise. Et je pense que de faire des groupes de réflexion avec eux sur ce sujet serait probablement très intéressant, d'autant plus que je les vois souvent comme une sorte de vigie. Alors moi, je suis du sud de la France. On a été très marqué dans le sud de la France par l'attaque du phylloxéra sur nos vignes. Et un jour, on s'est rendu compte que lorsqu'on avait des rosiers devant nos vignes, les rosiers étaient d'abord attaqués par le champignon. Et donc, dorénavant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a souvent ces rosiers maintenant devant nos vignes. Et donc, ça permet de sauver, bien sûr, la vigne. Et je pense que les personnes en situation de handicap peuvent être ce genre de vigie par rapport à des organisations. Et donc, voilà, si je pouvais faire ça, je le ferais. Alors, dans le meilleur des mondes, on aimerait effectivement que les personnes, je le disais, qui sont des volontaires, des bénévoles, puissent avoir parfois un peu de temps pour faire les choses de manière parfois plus construite et plus sur le long terme, mais ne s'épuisent pas parce que voilà, forcément, c'est malheureusement le paradoxe. Donc, qu'on puisse aussi faire une sorte de mécénat de compétences internes dans les réseaux de collaborateurs, ça serait sympathique. C'est une idée qui fait son chemin parce que voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, la difficulté de trouver des volontaires pour encadrer ces réseaux. Et si effectivement on leur donnait quelques heures par semaine pour se dédier à cette activité, ça serait certainement facilitant. Et puis ensuite, je vois surtout le fait qu'il faudrait que tout ça n'existe plus. C'est comme mon métier. Moi, j'aimerais que demain, on n'ait plus besoin de responsables diversité, égalité et inclusion et qu'on n'ait plus besoin de ces réseaux pour porter les causes et pour faire en sorte que en fait, les RH, les managers et que tout le monde soit capable de pratiques inclusives et de manager et de faire fonctionner les entreprises de la manière la plus inclusive et diverse possible. Mais je pense que j'ai encore de belles années devant moi. Merci. Du coup, avant qu'on n'ait plus besoin de parler d'innovation inclusive, ça risque de prendre un peu de temps, donc je vous propose d'en venir à vos questions. Bonjour, merci beaucoup.
pour cette très belle présentation. Donc, moi, je représente Nature for Growth, qui est un fonds d'investissement à impact dans les technologies de l'agriculture. Mais j'aurais deux questions en fait. Une concernant le livre blanc. Est-ce que dans vos travaux, vous avez pu consolider les indicateurs clés de performance macroscopique de ces sujets, de diversité, équité et inclusion? Et qu'est-ce qu'il est ressorti de ces indicateurs qui peuvent peut-être, dans les 40, je crois, quelques entreprises que vous avez interviewées, des similitudes? Et du coup, la deuxième question, c'est pour vos intervenantes, savoir si cette consolidation des indicateurs que vous avez vus dans votre livre blanc est représentative de ce que vous faites dans votre entreprise. Merci. La question de la mesure d'impact, c'est une question qu'on a posée et que en fait, nos interlocuteurs nous ont un peu retourné parce qu'on n'a pas encore tout à fait la solution pour mesurer l'impact. Alors, je vais nuancer parce que dans la partie des politiques RH, il y a des indicateurs, notamment par exemple sur l'emploi et le handicap. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont normées, obligatoires. Donc, la question de la mesure se pose un petit peu moins. En R&D, il y a des recherches qui ont été menées sur le sujet et qui nous disent qu'en fait, quand on mène des démarches de design inclusif, on va augmenter le niveau des ventes, on va réduire le niveau de SAV, on va améliorer la réputation de l'entreprise, élargir ses marchés. Voilà. Après, je ne vous cache pas que on aurait besoin d'un peu de business case et je pense que parmi les entreprises avec lesquelles on a travaillé sur cet observatoire, il y en a plusieurs qui sont engagées dans des démarches et qui vont pouvoir faire des mesures sur le succès de produits conçus dans une logique d'innovation inclusive et ça va être très utile effectivement pour démontrer ce qui aujourd'hui est plutôt de l'ordre de la supposition. On suppose que quand on fait de l'innovation inclusive, on a des produits qui sont plus simples à utiliser, les gens comprennent mieux comment les utiliser, il y a moins de casse parce que justement on comprend mieux, parce que c'est plus ergonomique, donc il y a moins d'OSAV, enfin, voilà, c'est de cet ordre-là. Mais aujourd'hui, en termes de chiffres, on a quand même assez peu de choses. Juste peut-être pour compléter sur cette partie-là, c'est vrai que la richesse à ce jour en fait, de l'Observatoire, c'est vraiment tout le contenu qualitatif qu'on a pu voir via les entretiens. Donc on est capable vraiment d'analyser de ce côté-là et de ressortir un peu les... comme qu'on a pu regarder les freins, les obstacles, en fait tous les éléments et les démarches aussi. Mais on aura, ça c'est le focus peut-être des prochaines éditions. En fait, on aimerait bien se focaliser sur la mesure de l'impact. C'est une des questions qui ressort aussi sur le côté environnemental, mais aussi sur le côté inclusif, social. Donc voir un peu les deux, s'il y a des parallélitudes. Ça pour la France. Après, au niveau global, on n'a pas mis dans l'étude, mais il y a pas mal d'éléments ou d'analyses qui vont regarder côté RH. Le fait d'avoir plus d'inclusion et de diversité, ça va augmenter la loyauté des employeurs, des salariés, le fait qu'ils sont plus performants. Donc, il y a pas mal d'analyses qui existent et qui sont démontrées si on prend le monde anglo-saxon ou au niveau mondial. Donc, merci. La mesure de l'impact de nos politiques et de nos stratégies se fait surtout à travers des objectifs et des KPI qu'on suit dans nos accords diversité. Donc c'est une manière de mesurer effectivement l'impact. Donc voilà, sur évidemment l'égalité femmes-hommes, le handicap, il y a des choses qui sont réglementaires, légales, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pour le coup, évidemment tout ça est très suivi. Et puis après, dans cet accord diversité auquel je faisais allusion, on a un certain nombre d'objectifs. Voilà, vérifier que effectivement les collaborateurs seniors sont autant formés que les autres. Vérifier effectivement, enfin tout ce qu'on peut compter, on le compte, on essaye de le mesurer. Et puis quand on peut pas, parce qu'en France c'est pas simple, quand on ne peut pas mesurer notamment la diversité des origines,
d'origine, etc. On travaille à travers des enquêtes. On fait beaucoup d'enquêtes, on fait beaucoup de baromètres. On est associé à un certain nombre de coalitions d'entreprises du CAC 40 pour notamment mesurer le sexisme dans l'entreprise, la diversité des origines. Enfin voilà, on essaye de pallier ce manque d'indicateurs chiffrés par un certain nombre de mesures de ressenti et de satisfaction ou pas vis-à-vis de la politique menée dans l'entreprise. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Alors, évidemment, à la Poste, on fait exactement la même chose. On a aussi des KPI qui nous permettent de mesurer régulièrement. Sur le handicap, on mesure à tous les niveaux de l'entreprise, tous les mois. Chaque directeur d'établissement sait où il en est. Sur les autres critères de la diversité, c'est la même chose. Nous faisons aussi des enquêtes très régulières, soit en interne, soit en s'associant à d'autres. Je pense j'imagine que vous y participez aussi, l'enquête de l'autre cercle qui vient d'avoir lieu sur les personnes LGBT+. Donc, mais après, sur l'impact spécifique d'une action comme le groupe testeur, il y a des choses que moi je peux mesurer déjà, puisque je sais par exemple qu'on essaie de capitaliser sur chacun des tests pour qu'ensuite on crée un cahier de normes qui permette à nos concepteurs de prendre en compte ça et de ne pas avoir à le refaire, à chaque fois les mêmes erreurs. Je pense d'ailleurs à un test qu'on avait fait avec APF au départ, puisque nous avons été aidés par APF Lab, le Tech Lab, pour pouvoir savoir comment on menait des tests avec des personnes en situation de handicap. Et donc notre département qui fait de la réalité augmentée avait créé une application. Alors ça permet, avec un courrier, on flash un QR code et puis vous vous retrouvez dans la voiture que vous vendez et donc vous pouvez actionner le volant, regarder les bon, donc c'est très bien fait. Et donc pour avoir accès à cette réalité augmentée, le chef de produit avait supprimé un bouton parce qu'il le trouvait inesthétique et il se disait oh, bon, finalement on n'a pas tellement besoin, etc. Sauf qu'au test, on s'est rendu compte que les personnes en avaient impérativement besoin et que ça leur permettait de revenir sur l'expérience. Et puis finalement, en discutant avec le chef de produit, il m'a dit j'ai eu tort de l'enlever parce que ça sert à tout le monde me l'avait dit, mais je l'avais enlevé parce que c'était laid. Et il trouvait ça laid, mais en fait, c'était indispensable dans l'expérience du client. Et donc voilà, c'est ce genre de choses. Alors ça ne rentre pas dans un tableau d'indicateurs, malheureusement, mais peut-être ce que vous avez dit, c'est-à-dire la diminution des réclamations des clients. Donc peut-être c'est une façon de le compter. C'est le premier qui attrape le micro. J'avais juste une question sur la pérennité de vos actions, justement, puisque vous parliez de... Le rêve, ce serait de ne pas avoir à être présent pour en parler. On sait malheureusement que la discrimination, beaucoup d'autres sujets sont les moins valorisés parmi tous ceux dans les objectifs de Sustainable Development Goals des Nations Unies. Donc, est-ce qu'il y a un effet cliquet aux pratiques que vous faites et que vous déployez dans vos entreprises? Est-ce que, à travers l'étude, peut-être la mise en place de ce baromètre va le faire chaque année, je ne sais pas, vous allez pouvoir le mesurer? Alors, là, il faut que j'élargisse, moi, parce que le groupe testeur, c'est vraiment une pratique très, très, très opérationnelle. Ce que je peux vous dire, c'est que la Poste a émis un Sustainable Bond dans lequel les politiques handicap ont été valorisées à hauteur de plus de 200 millions d'euros. Et donc, ça nous a permis d'emprunter sur le marché à un taux préférentiel. Alors, nous n'étions pas le social, donc la partie handicap n'était pas la seule, mais rien que le handicap a été valorisé à plus de 200 millions. Et donc, comme je suis obligée de faire un rapport tous les ans pour prouver l'allocation des sommes, eh bien, ça crée un certain enthousiasme dans l'entreprise. Donc ça, c'est peut-être un moyen, mais c'est juste un exemple sur le handicap.
d'effets cliqués, la baisse des discriminations, la baisse des plaintes pour discrimination, parce qu'évidemment, derrière toute cette politique et cette stratégie pour lutter et prévenir les discriminations dans l'entreprise, on a évidemment une gouvernance et une manière de suivre les plaintes pour discrimination à l'intérieur. Et un des objectifs serait évidemment que tout ça recule. Aujourd'hui, on a à peu près le même niveau malheureusement de plaintes, d'enquêtes dans l'entreprise en France, en tout cas. Donc ça ne diminue pas. Donc effectivement, on peut parfois douter de l'efficacité, mais voilà, on continue à avancer, on continue à essayer de recueillir l'avis des collaborateurs et des collaboratrices sur ce qu'on leur met à disposition. Les discussions se passent. On a quand même de plus en plus de monde dans les conférences, dans les tables rondes. Les gens viennent discuter des sujets. On a l'impression qu'il y a des freins, il y a des tabous qui sont levés. Mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Il y a peut-être aussi l'arrivée de la directive européenne qui nous oblige à intégrer systématiquement toute cette réflexion dans nos politiques, et on doit, selon des normes désormais, rendre compte sur tout cela. Donc, à mon avis, ça va bien se passer. On peut espérer effectivement que l'Europe ait un effet de cliquet là-dessus. Après, sur la partie R&D, nous, je pense la totalité des entreprises avec lesquelles on travaille au Tech Lab, il y a je ne sais pas si c'est un effet de cliquet, mais il y a des effets d'apprentissage qui sont très clairs et qui sont vraiment formulés par les entreprises. C'est-à-dire qu'après un projet mené avec cette démarche d'innovation inclusive, les personnes impliquées et puis du coup par entourage successif acquièrent des pratiques différentes. On se soucie de l'inclusion, non pas forcément toutes les clés, mais voilà, par exemple après dans telle entreprise, après une première démarche d'innovation inclusive, on ne fait plus d'étiquettes produits pas lisible, c'est-à-dire avec une police d'écriture inférieure à, je sais plus, 8 ou quelque chose comme ça. 8, c'est déjà petit, mais croyez-moi, il y a beaucoup plus petit. Il y a beaucoup plus petit sur les étiquettes produits, notamment quand c'est en interne et que c'est des étiquettes destinées simplement aux travailleurs de l'entreprise. Donc voilà, il y a cet effet en tout cas d'apprentissage et de capitalisation de bonnes pratiques, et tous sont dans une démarche de faire ça, de se dire là on a trouvé la bonne poignée pour la bouilloire, le bon capuchon pour le flacon cosmétique, etc. Puis après il y a des nouvelles pratiques qui émergent, enfin il y a aussi des nouvelles populations qui émergent, qui sont aussi plus mises en valeur. Par exemple, voilà, on a démarré avec le handicap, la question des aidants, elle est plus récente, et on voit des pratiques qui se développaient sur le handicap qui s'étendent aujourd'hui sur les aidants, aux seniors. Donc ces pratiques par SMH, elles illustrent aussi ça. Et là, je vais juste donner un exemple concret à l'EM Strasbourg. L'institution d'où je viens, c'est que justement notre statut d'étudiant en situation de handicap, qui existe depuis très longtemps et qui est plutôt bien suivi, on s'est rendu compte que justement les aidants avaient les mêmes difficultés que nos étudiants en situation de handicap, de l'absentéisme, difficultés à suivre les cours et tout ça. Et finalement, on a simplement transféré les droits qu'on donnait aux étudiants en situation de handicap, et on a adapté ce statut. Donc on a maintenant un statut d'étudiant aidant. Donc il y a aussi eu un effet d'apprentissage sur une population qui a ensuite servi à étendre le champ. Bonjour. Could I ask in English, because mon français c'est nul. Okay, because it seems to me that inclusive innovation is kind of suitable for big companies at the moment. I want to ask the question to the researcher team, what is your perspective in promoting the engagement of small and medium-sized enterprises in
inclusive innovation, because more than 99% of entrepreneurs, enterprises in Europe is small and medium-sized enterprises, and more than 69% of employees in Europe is from small and medium-sized enterprises. That is the first question. And the second question is about the institutional aspect. Like, for example, how French government at the moment help to promote the innovation, inclusive innovation among companies in France. Thank you. Merci beaucoup pour cette question. Alors, on a focalisé notre première étude sur les grandes entreprises, d'abord parce qu'on recherchait de l'impact. Et puis, peut-être que c'était plus facile aussi pour nous parce que effectivement, les entreprises qu'on aide plus directement, ce sont les grandes entreprises. L'innovation inclusive, il n'y a pas de raison qu'elle s'adresse plus. Je ne sais pas si vous comprenez ma réponse en français, en fait. Oui, c'est bon. Je ne sais pas si elle s'adresse. Je pense pas qu'elle s'adresse plus, l'innovation inclusive, aux grandes entreprises qu'aux petites. L'innovation inclusive, c'est un mode de conception, en tout cas en design, en R&D, c'est un mode de conception qui prend le parti d'adresser une diversité de populations. Moi, je conseillerais à toute entreprise de s'intéresser au sujet parce que, en fait, une petite entreprise a peut-être moins les moyens de laisser de côté, de se priver d'eux. Clients qui sont en situation de handicap, qui sont des seniors, qui sont parfois des femmes. On ne l'a pas trop mentionné, mais beaucoup d'entreprises, par exemple dans le domaine de l'équipement professionnel ou sportif, se basent sur un corps masculin pour concevoir leurs produits, qui du coup se révèlent très inconfortables pour les femmes, sans parler de l'industrie pharmaceutique. Mais donc, je pense que c'est vraiment des démarches et des réflexes qui peuvent intéresser tout type d'entreprise, notamment celles qui sont en lien avec le grand public. Et la deuxième partie de la question, j'ai oublié. Ce que fait l'État, alors si quelqu'un nous écoute, je ne sais pas, il y a très peu de politiques en faveur de l'innovation inclusive au sens large. Il y a des choses qui sont obligatoires en termes d'accessibilité numérique dans les entreprises. Donc l'accessibilité numérique est une obligation pour les entreprises d'une certaine taille. Je crois qu'on est très très loin du compte en matière d'accessibilité numérique dans les entreprises. Toutes les applications, tous les sites web sont censés être accessibles. Tous les dispositifs numériques qui se trouvent dans des lieux publics sont censés être accessibles. Bon, voilà, il y a encore beaucoup de travail, effectivement, peut-être jusqu'à ma retraite et au-delà. Et en matière d'accessibilité des produits et services, il y a pas d'obligation. Il y a beaucoup d'obligations dans le domaine RH, en revanche. Après, les logiques participatives, elles ne sont pas encore poussées légalement, que ce soit en RH clairement. Ou en R&D. Et peut-être juste pour compléter par rapport à la taille d'entreprise, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore analysé les PME, mais au sein des grandes entreprises, il y a trois pôles en fait, qui se distinguent pour le moment. Donc les très grandes entreprises, pour le moment, on n'a pas regardé de différence explicite. Donc elles font face aux mêmes freins, aux mêmes soucis de ressources. Voilà, mais pour le moment, on va regarder aussi les autres parties avec quelques hypothèses plutôt sur la manière que ça est géré, parce que vu que c'est plus petite taille, donc peut-être le côté transverse, le côté collaboration, équipe dédiée, référent, ça peut être un peu plus avancé chez ces petites entreprises que les grandes entreprises où il faut que la machine en fait avance dans tous les secteurs. Donc, merci de votre question. Bon, ben merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, je serais curieuse de savoir si vous avez des exemples d'innovation qui se développent de plus en plus à partir des résultats que vous avez obtenus. Donc d'innovation de produits ou services conçus avec cette logique d'innovation inclusive. Oui, on a des exemples. Alors déjà... si on regarde un peu sur une dimension un petit peu historique, il y a beaucoup de produits qu'on utilise tous les jours qui ont été conçus au départ avec une logique inclusive, donc en fait pour le handicap et qui sont utilisés par tout le monde. L'exemple le plus cité, c'est probablement celui de la télécommande, le régulateur de vitesse qui a été conçu pour une personne non-voyante au départ, qui était passager, je précise.
le sous-titrage conçu pour des personnes sourdes, les livres audio pour des personnes aveugles. Et puis, nous, au Tech Lab, pour donner quelques exemples, à APF France Handicap, on a pu travailler avec le groupe SEB qui a conçu une gamme de petits électroménagers en impliquant tout un groupe de personnes en situation de handicap. Le groupe Atlantique qui conçoit des systèmes de gestion de l'air et de l'eau, qui s'est intéressé aussi à la manière dont ces radiateurs, ces sèches-serviettes, etc., étaient appréhendés par des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. On travaille avec le groupe Aptar qui conçoit des flacons de cosmétiques, avec le groupe Kingfisher qui détient les marques... Je dis les marques parce qu'ils font du design aussi, Castorama et Brico Dépôt, Forvia, équipementier automobile. Toyota a une longue tradition du design inclusif, puisque c'est souvent un peu plus le cas au Japon, où la population est un peu plus vieillissante que la nôtre. Donc oui, il y a quand même pas mal d'exemples maintenant d'entreprises qui s'engagent, la Poste bien sûr également, et qui on a été heureux de travailler. Et puis j'en oublie certainement. Donc oui, il y a quelque chose, on a l'impression, qui frémit un petit peu dans ce domaine-là. Merci beaucoup, on peut vous applaudir.